En fait, je ne saurais pas définir quel est, est-ce qu'on pourrait dire Jonas, quelle est sa qualification, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'elle est multiple. En tout cas, c'est pas paysan quelque chose. Non. Ouais, effectivement. Donc, ça serait quoi en termes de travail? Je me définis jamais comme ça. Je saurais pas dire. En fait, ça dépend à chaque fois de la casquette que j'ai. Ça va de constructeur d'alternatives, ingénieur en transition, facilitateur en intelligence collective. Ingénieur en transition ou ingénieur pour la transition énergétique ou autre? Les deux. Ouais. Artisan de la coopération, des fois aussi. Artisan de la coopération. Coopération, relations humaines. Ouais. Ok. Je pars du principe qu'il manque beaucoup de choses, d'aptitude à la coopération chez beaucoup pour qu'on arrive à transformer notre monde et du coup à travailler là-dessus. Tous les trucs que je fais ont un lien avec la coopération. Donc pas d'étiquette claire, pas d'activité claire pour l'instant pour dire Jonas fait ça. Qu'est-ce que j'ai une petite question? Tu préfères que je fasse des réponses courtes, longues? Comme ça vient, okay. On discute en fait. Ça va. Et parce que comme je te disais, a priori la vidéo c'est pas forcément exploité et ce qui compte c'est surtout la retranscription, le fond et puis si la forme après ça te convient aussi, on la mettra mais on verra. Donc pas de Jonas, il est ça, mais ceci dit, aujourd'hui tu travailles dans différents domaines. Je peux rapidement décrire les 3 piliers principaux de 2 ou 3 ou un peu plus, mais il y a un premier tiers qui m'occupe beaucoup sur la transition énergétique. Donc, du coup, j'ai monté une coopérative de production d'énergie renouvelable qui est gérée par des habitants. Il y a un second tiers citoyennaire. Et tu es à l'origine aussi du projet? Je suis pas dans les tout premiers initiateurs, mais ouais. D'accord. Ça fait 4 ans, là. Et depuis 2 ans, on a créé la coopérative. Avant, on était sous un format associatif, collectif, sans structure. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à accélérer la transition énergétique et que ça soit détenu et géré par les habitants du territoire. Pouvoir faire les choix stratégiques, choisir comment on répartit les bénéfices et comment on oriente la politique énergétique du territoire. Ok, donc première casquette. Après, il y en a une autre sur tout ce qui est transition démocratique, réappropriation par les habitants de la capacité de décider. Ça avait commencé pareil il y a 3-4 ans avec des initiatives comme la primaire.org, où du coup je m'étais présenté pour être président de la République. Et de fil en aiguille, là avec la dynamique à Toulouse qui s'appelle Archipel Citoyen pour les prochaines municipales. L'objectif là c'est de monter un collectif citoyen avec une liste participative pour gagner les élections et hacker le mode de fonctionnement de la municipalité pour mettre de la démocratie, que ce soit les habitants qui décident et pas uniquement les élus. Ça prend un autre petit tiers. Et après, sur le reste de mon temps, j'ai choisi de reprendre une activité rémunérée sur tout ce qui touche aux dynamiques de groupe, à l'intelligence collective et à la gouvernance partagée. Donc là, je fais de la formation. Initiation à la facilitation, les outils d'intelligence collective, etc. Et de l'accompagnement de collectif pour tous ceux qui veulent se questionner et faire un pas de côté par rapport à leur gouvernance interne et leur manière de fonctionner. Au sein, tu fais ça au sein d'un collectif d'éducation populaire qui s'appelle La Volte. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai un statut d'entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité plein plein. D'accord. C'est un peu l'équivalent du coup de la formule auto-entrepreneur, mais avec un côté coopératif. J'avais rencontré Thomas de La Volte, qui c'est bien ça, c'est Thomas? Jérôme,
Ouais. qui avait fait une école de commerce Ouais. avant, ouais, c'est ça. Et j'avais fait une formation avec lui, il m'avait présenté un petit peu la structure, c'est intéressant. Les questionnements sur est-ce que vous commenciez à... pour l'instant, vous êtes sans structure. La Volt, c'est juste un nom. Ouais. Là, tu as donné 3 piliers de ton activité, 3 activités qui te tiennent à cœur. Il y en a certainement d'autres. Tu fais de la slackline, etc. Mais celles-ci, tu les considères comme du travail. Ouais, absolument. Je les considère comme du travail parce que pour moi, elles dégagent de la valeur pour la société. Et j'avais beaucoup questionné mon rapport au travail juste après mon école d'ingénieur. J'ai pris une phase pour me déconstruire et puis me reconstruire sur d'autres bases. Et notamment, la question du travail était assez centrale là-dedans. Et du coup, en fait, que ce soit rémunéré ou pas, peu importe, j'ai l'impression que je donne la même énergie pour accomplir ce que j'ai envie de réaliser, et je le nomme travail. Tu me parlais même donc là, actuellement, tu retires un petit peu de revenus de cette activité de formateur en facilitation, je connais pas bien les termes. Ouais, facilitation, gouvernance partagée. Gouvernance partagée. Mais tu es toujours au RSA pour l'instant. Et en même temps, tu me disais que tu travaillais beaucoup, je sais pas combien d'heures par semaine, si on prend ces 3 volets là, de citoyennaire, le travail pour la transition démocratique et ce travail de formateur, et voire même que tu avais pu faire une sorte de burn-out pendant cette période-là, ce qui est pas tout à fait intuitif de se remettre au RSA et de faire un burn-out. C'est vrai. Ouais, en gros, j'avais commencé à demander le RSA et je le considérais comme un équivalent de revenu de base, et sur une base de 2 journées de travail par semaine. Puis en fait, petit à petit, avec tous ces projets en parallèle, 2 jours par semaine, c'est pas suffisant, donc j'en ai fait plus. Et je pense que je passais entre 20 et 60 heures par semaine à bosser sur ces différents projets en parallèle. Et il y a un moment, effectivement, où je l'ai pas senti tout de suite, je pense, comme tous les burn-out, mais il y avait eu un petit peu de trop. Et ce qui est assez paradoxal quand on a envie de réduire son temps de travail, de passer du temps sur différentes activités aussi, d'arriver à garder cet équilibre-là. Ça m'a pas empêché de reprendre à bosser énormément sur ces 3 axes parce que je les trouve fondamentalement intéressants puis qu'ils sont épanouissants. Mais ce qui est chouette, c'est que j'arrive à détecter les petits signaux que mon corps m'envoie quand je suis proche de cette limite haute en charge de travail. Et ça me rappelle que je fais une pause, je déconnecte et puis je pars dans la forêt ou sur les cailloux en montagne, quoi. D'accord. Ce qui est assez pratique d'arriver à faire cette analyse par semaine sans arriver trop loin là-dedans. Et pour reprendre cette idée que pour toi le travail c'est une activité qui est utile à la société, c'était ça un peu tes termes. Ouais. Le travail auquel tu t'es formé, tu l'as dit là rapidement, tu as fait une école d'ingénieur, tu as fait l'INSA de Lyon, dans une spécialité qui a un rapport avec l'énergétique, ou je sais pas trop. Énergétique et matériaux. Énergétique et matériaux. Donc ça te prédestiné, c'est pas vraiment le mot, mais en tous les cas, ça te formait à un travail différent dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables qui te tenaient déjà à cœur. Et qu'est-ce qui fait que tu as jugé que ça, c'était pas un travail qui te convenait, c'est-à-dire que c'était pas une contribution à la société qui te convenait. Mais peut-être avant d'aller là, qu'est-ce qui t'a amené en école d'ingénieur en fait? Qu'est-ce qui m'a amené en école d'ingénieur? Plusieurs choses. Mais politiquement parlant, je trouvais que c'était une reconnaissance d'un statut qui permet d'être mieux écouté. Et je me rappelle à un moment où je me posais la question de est-ce que c'est plus intéressant de faire guide de montagne et puis d'aller militer pour l'environnement, d'être écouté par la société comme ça, ou d'être reconnu en tant d'avoir une certaine expertise scientifique
Et du coup, j'avais cette impression-là, en tout cas, que juste par le statut d'être ingénieur, il y avait une reconnaissance un peu plus forte par rapport à ça. J'y ai peut-être contribué un peu. Après, ça m'intéressait carrément ce domaine-là, quoi. Et du coup, sur les suites, c'est que le travail qu'on me proposait, il était au niveau des valeurs et de l'éthique. Je m'y reconnaissais pas à 100% et j'avais l'impression de contribuer à la fois à la destruction de l'environnement et de la société par le travail qu'on me proposait et de détruire même les liens sociaux et la société telle que j'avais envie de la voir naître. Et du coup, c'est pas rien parce que tu travaillais dans le développement des énergies renouvelables, solaire et éolien. Solaire et méthanisation. Solaire et méthanisation. Et ce que tu dis, c'est assez fort comme critique, non pas en soi du solaire et de la méthanisation, mais de la façon dont c'était porté par l'entreprise. Ouais, le projet en soi était intéressant, j'ai appris plein de choses sur la manière de monter ces projets techniquement, etc. Mais tout ce qu'il y avait autour, j'avais parfois l'impression qu'il y avait un certain nombre de projets qu'on montait, mais qui avaient du coup aucune plus-value environnementale. Et ça me questionnait beaucoup du coup sur une entreprise qui s'engage sur de la transition énergétique, etc. pour au final continuer à détruire en fait cette société, quoi. Ça me convenait pas, du coup j'ai refusé de continuer avec eux. Mais pourquoi comment est-ce que dans quelle mesure ils détruisaient quoi que ce soit avec en mettant des panneaux solaires ou des systèmes de méthanisation à la ferme ou plus gros? C'est dans la manière dont étaient construits les projets, des acteurs qui étaient impliqués, et de l'impact économique aussi, pas mal, qui jouait. Où du coup, le prisme principal par lequel étaient menés les projets n'était pas forcément par rapport à la dimension environnementale du projet. Comme des fois je le dis, j'ai l'impression qu'ils auraient pu vendre des machines à laver plutôt que des centrales solaires et des usines de méthanisation, ça aurait été la même chose. Et du coup, travailler dans un secteur d'activité qui est la transition énergétique, sans avoir cette sensibilité profonde d'écologie et d'environnement, ça me paraissait aberrant. Okay. Et il y a beaucoup du coup de propositions de travail en tant qu'ingénieur qui techniquement pourraient paraître intéressantes, mais qui me semblaient aller à l'encontre de ce que je voulais voir. Et j'étais pas prêt à dédier et consacrer toute mon énergie de travail pour l'inverse de ce que j'aimerais voir. Ok. Donc, on en arrive à la dimension politique du travail, effectivement. Donc, c'est un peu l'idée là, des entretiens que je mène, que dans le travail, on met notre temps, on se forme à ce pourquoi on travaille, même si on peut changer de travail plusieurs fois dans sa vie et faire de multiples, j'aurais envie de dire travail, pas travaux, mais voilà, de multiples métiers. On y met aussi notre créativité et donc on y met notre désir de changer le monde, qu'on le veuille ou non. Et donc voilà, c'est par le travail qu'on change le monde plus que par notre consommation. Dans quelle mesure cette idée-là, elle résonne en toi et elle a pu guider tes choix ou elle peut aujourd'hui t'orienter? Ça résonne pas mal. Et c'est dans la redéfinition de ce qu'on appelle le travail où j'ai l'impression que naturellement on pense beaucoup le travail en fait c'est ce qu'il y a avant la rémunération et que ça se prend uniquement par ce prisme-là et ça c'est quelque chose qui me convient absolument pas. Donc je suis assez en phase avec ta définition et j'ai perdu mon fil du coup. C'était quoi le moitié de ta question sur c'est un peu une question rhétorique parce que tu l'as dit, si pour toi le travail c'est ce qui en toi contribue à la société, c'est une autre définition de la dimension politique du travail qui consiste à dire que c'est par le travail qu'on le veuille ou non on change le monde. Donc c'est deux façons un petit peu différentes de dire la même chose. Ouais, c'est que pour compléter ça, en gros, je dirais que pour moi, ce que je considère comme étant du travail, c'est que c'est une activité qui dégage de la valeur pour la société. Et actuellement, du coup, je m'engage sur deux gros axes, qui est soit faire de la production, créer de l'alternative avec des nouveaux systèmes qui fonctionnent différemment et qui permettent d'être respectueux d'un point de vue éthique, environnemental, etc. Ou sur la transmission de compétences.
Et c'est notamment tout le volet que je mène là déjà depuis un an et demi, sur la transmission des aptitudes à la coopération, sur les mécaniques de facilitation. Parce que après avoir passé quelques années dans des projets collectifs, coopératifs, associatifs, etc., il y a des petits éléments qui font que quand on les a dans les collectifs, ça fonctionne relativement bien et on arrive à avoir quelque chose de pérenne qui sait impliquer les gens dans la durée, etc. Et d'autres collectifs, au contraire, qui vont auto-exploser ou se déchirer et voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que dans les projets, il y avait souvent des personnes qui étaient du côté un peu bulldozer, dynamique, d'aller pousser l'initiative, etc. Et donc c'est chouette. Et des personnes comme ça, il n'y en a pas non plus par milliers, quoi. Et par contre, si on n'a pas forcément que ces personnes-là, s'il y a des gens qui viennent aussi faciliter les échanges, etc., ça permet de pallier un peu ça, voire de rendre les collectifs même un peu plus sains. Et du coup, comme il y a des tonnes de collectifs aujourd'hui qui tendent des expérimentations vers des nouveaux modèles qui sont intéressants, pour si on veut vraiment changer d'échelle et qu'ils arrivent à se développer, les techniques de coopération me paraissaient un point fondamental pour qu'on y arrive, et d'où l'envie du coup de transmettre ça. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu te sens aligné, à nouveau c'est une question rhétorique, entre tes convictions, ce que tu voudrais que le monde soit, et ton travail, tes différents axes de travail? Je vais pas dire 100%, mais pas loin de quasiment bien aligné, dans le sens où il y a toujours les 2 tiers de mon activité qui est non rémunérée, du coup, non pas que ce soit un gage du fait que je n'ai pas de mérite derrière, mais c'est déjà un choix fort de tendre vers là, donc ça me plaît. Et la manière dont j'avais envie d'avoir une activité rémunérée, je m'étais beaucoup posé la question, parce qu'en tant qu'ingénieur, c'est un peu la casquette facile de dire, il suffit que je retourne tout à fait dans le domaine industriel pendant quelques mois, puis c'est bon, j'en ai pour quelques années à continuer à vivre sur des projets non rémunérés. Mais c'était pas quelque chose qui me convenait. Du coup, la manière de participer à mon modèle économique et de survenir à mes besoins, j'avais envie que ce soit aussi en phase avec ce que je porte ailleurs. En cohérence. Et du coup, je choisis d'accompagner plutôt des collectifs de transition ou des gens qui veulent foncièrement se remettre en question. Plutôt que... je m'étais posé la question aussi, du coup, des moments d'aller faire de la facilitation chez des grands groupes industriels parce que ça permet une rémunération plus importante. Pour l'instant, je le fais pas. D'accord. Sans même parler d'exercer une activité d'ingénieur pour gagner de l'argent et ensuite pouvoir mener tes projets de façon individuelle. Ça, tu avais fait l'expérience et la dissonance cognitive était trop forte pour toi de toute façon. Ouais. Et le fait de ne pas être rémunéré pour certains de ces axes de travail et mal rémunéré pour l'instant pour l'autre qui est la facilitation, ça te met en colère? Non, parce qu'en fait j'ai jamais vécu avec plus de 500 € par mois, donc il y a un détachement par rapport à ça qui est assez fort. Ce qui a pu me mettre en colère à certains moments, c'est sur la reconnaissance qu'on apporte au travail. Et souvent, cette reconnaissance par rapport à la qualité du travail se fait par la rémunération qui est associée. Et du coup, il y a, par le regard extérieur de la société, etc., j'ai remarqué, selon la manière dont je présente mon activité, soit les gens vont trouver ça génial et fantastique, soit les gens vont trouver ça, mais c'est bizarre, ça sert à rien, t'es pas payé, etc. Et là où ça m'a dérangé, c'est dans les milieux, dans les réseaux où il y a une complémentarité entre les réseaux bénévoles et les réseaux salariés. Où du coup, il y a des gens qui sont rémunérés pour l'activité qu'ils font, pour l'accompagnement à l'émergence de coopératives, etc. Et d'autres qui font le même travail, mais de manière bénévole, non rémunérée. Et dans les échanges, j'ai surpris parfois qu'il y avait une attention qui était portée, qui était beaucoup plus forte face à l'expertise de quelqu'un qui est rémunéré pour ce qu'il fait que quelqu'un qui n'en est pas. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné en étant dans ce réseau-là où du coup on coopère vachement ensemble. J'ai trouvé ça un peu dérangeant. Ça change pas
l'énergie que je mets dans ces travaux-là, mais ouais, il y avait un peu ça. Okay. Et à côté aussi quand même, vivre sans rémunération, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas non plus quelque chose qui est pérenne. Ça va parce que de mon côté égoïste, il y a que moi à subvenir à mes besoins, donc ça passe. Dans un cadre de famille où s'il y a des personnes à charge, j'imagine que c'est pas du tout le même cas de figure. Et, je te le confirme. Et puis, même sur un équivalent de RSA à 500 € par mois, c'est pas non plus Du coup, j'ai adapté mon mode de vie à ça, mais il y a des choses que je sais que je me pose pas la question de faire, genre des restos entre copains, etc. C'est des choses que, entre guillemets, je me refuse. Alors si j'avais quelques dizaines d'euros par mois en plus, ce serait quelque chose, un petit confort supplémentaire agréable. Donc d'où l'envie aussi de reprendre une activité rémunérée pour avoir ce juste un peu plus de confort. Là, c'est l'objectif vers lequel je tends petit à petit. Est-ce que tu peux dire un mot aussi de... On n'en a pas trop parlé, mais tu as glissé le fait que peut-être ça t'avait traversé l'esprit d'être guide de montagne, ou sinon guide, peut-être accompagnateur, j'imagine. Et je crois qu'à un moment, tu as passé pas mal de temps dans la nature pour te ressourcer, te déconstruire, te reconstruire. Et en même temps, tu vis en ville aujourd'hui. Donc, deuxième paradoxe, après le RSiste qui fait des burn-out, l'homme de la nature qui vit dans une grande ville et qui souhaite, même qui travaille sur la démocratie dans cette ville-là, donc ici et installe. Ouais, c'est un joli paradoxe. Clairement, je suis pas fait pour être en ville. J'ai besoin de nature autour de moi et mon corps me le fait sentir quand il y en a un manque. Et en même temps, ce que je trouve intéressant dans la ville, et spécifiquement à Toulouse, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dynamiques dans l'envie de changer le système et de faire différemment. Et du coup, il y a une concentration d'alternatives, d'associations, de coopérations et de mouvements citoyens politiques qui fait qu'il y a une énergie collective qui peut permettre de transformer ça. Et c'est ce qui me maintient en vie, en gros. Il y a ce gros axe-là, ça apporte un dynamisme. Et en plus, c'est un espace dans lequel il y a un potentiel de transition collectif énorme, dans le sens où ça peut être intéressant d'aller créer une petite bulle d'alternative en montagne, dans un endroit paradisiaque, avec des bons copains, et de fonctionner sur des modes vachement sains et en autonomie. Et ça, c'est chouette. Mais si à côté de ça, le reste de la société se déstructure, etc., c'est pas quelque chose qui me convient pour l'instant. Et notamment pour amener des gens à penser différemment et à agir aussi en conséquence. S'attaquer à une grande ville pour y remettre de la démocratie, je trouve que c'est un super point d'ancrage et d'entrée pour que les gens fassent ce chemin-là un petit peu. J'attends pas forcément que d'ici 4 ans, l'ensemble des habitants d'une ville quittent leur travail pour aller faire quelque chose de différent. Mais dans des dynamiques d'effondrement, etc., si on veut vraiment des systèmes de coopération résilients, etc., c'est là qu'il y a un gros potentiel, quoi. Donc, et souvent, en fait, par rapport à mes actions, j'ai tendance à m'attaquer à des grosses montagnes qui paraissent un peu insurmontables, mais à partir du moment où je sens qu'il y a la capacité à ce que ça réussisse, même si c'est 2% de chance quand je l'évalue au départ, et que je sens qu'il y a de l'énergie autour pour pousser vers ça, je fonce. Okay. Donc c'est une dimension politique supplémentaire qui est qu'est-ce que je peux, dans quelle mesure je peux contribuer à la société, mon travail, et vraiment y contribuer avec un effet levier important. Parce que, donc l'aspect autonomie, vivre en autonomie, vivrier, c'est bien, ça pourrait permettre d'être aligné, mais toi tu te sentirais pas aligné parce que tu as ce besoin de changer le monde, ou en tous les cas de contribuer. Ouais. Ça m'attire aussi d'aller vivre des expériences comme ça, d'être vraiment absolument exemplaire, aligné, etc. Mais vu les urgences climatiques,
ça sera jamais suffisant. Donc c'est intéressant, ça sert d'exemple, etc. Mais moi je me sens plus utile et plus efficace à justement amener des gens qui se questionnent déjà un peu sur ces sujets-là et doucement de les amener à agir. Il y a un gros décalage souvent entre la compréhension de l'enjeu, l'intériorisation et le moment où on change de comportement. Et voilà. Et du coup, je m'attaque pas mal à ça, quoi. Ouais, ça fait une bonne transition avec un peu ce que j'imaginais comme dernière partie de la discussion, qui est justement ces personnes que tu dois rencontrer très souvent autour de toi, et je pense en particulier à Archipel Citoyen, où il y a beaucoup d'ingénieurs, en activité d'ingénieurs, qui ont pourtant envie de changer le monde, à commencer par changer leur municipalité, mais même au-delà de ça, tu dois connaître des personnes qui sont dans cette dissonance cognitive, voire cette schizophrénie, le mot est un peu fort, entre leur travail et ce qu'ils pensent comment le monde devrait être, et leur travail qui ne contribue pas à cet axe-là, voire qui est orthogonal, et ça peut créer des souffrances psychologiques ou d'autres. J'imagine que t'en observes. Comment est-ce que tu t'abordes ça avec ces personnes-là, et quels conseils, avec des guillemets, parce que je pense que tu ne te positionnes pas dans la posture de celui qui va pouvoir donner des conseils et en tant que guide, mais qu'est-ce que tu peux amener à ces personnes justement? C'est très délicat parce que si tu pars frontalement envers ces personnes en leur disant c'est mignon, tous les soirs tu bosses 2 heures par semaine pour favoriser un supermarché coopératif ou des choses comme ça, mais tu passes 8 heures par jour à construire des machines qui extraient des minerais ou j'en sais rien, c'est ultra violent. Et si on rentre dans la confrontation en violence, ça n'a aucun impact. Le seul impact, à part détruire la personne en face, je vois pas trop l'intérêt. Un des trucs que j'ai remarqué, en tout cas, parmi tout cet écosystème de copains, ingénieurs, etc., c'est que ceux qui ont pris le temps de se poser et de pas foncer tête baissée toujours d'enchaîner un contrat par un autre contrat, etc., sont beaucoup plus alignés entre ce qu'ils pensent et leur travail. Et une légère adéquation entre le temps de pause passé et une activité absolument indépendante de l'ingénierie. J'ai pas mal de copains, charpentiers, cordistes, boulangers, etc. Qui ont fait des études d'ingénieur. Qui ont fait des études d'ingénieur, ouais. Ou qui n'en ont pas fait, mais... Il n'y a pas de conseil pur, si ce n'est que prendre un temps, un moment pour se questionner vraiment sur ce qu'on se sent capable de faire à son échelle, quoi. Et souvent, la question du travail arrive à la fin. Il y a déjà les modes de déplacement, les modes de consommation, voire d'habitat, etc. Et la question centrale du travail, je pense qu'elle est difficile aussi, parce que selon à quel moment de notre vie on fait ce constat et qu'on a envie de se transformer, plus on le fait tôt, j'ai l'impression, plus c'est facile, et plus on commence à avoir des emprunts bancaires, des voitures, des enfants, des travails conséquents, etc., plus c'est difficile de quitter ça, parce qu'on quitte à la fois le confort financier, matériel, etc., et en allant vers une incertitude de comment ça va se passer sans ça, etc. Mais en même temps, c'est tellement épanouissant de s'affranchir de ça que je le recommande, hein, clairement. Et même indépendamment du côté individuel par rapport à ça, de se sentir aligné soi-même, c'est sûrement des effets de bulle, hein, mais parmi les gens qui font un pas de côté comme ça, je trouve qu'il y a une certaine bienveillance et une qualité de vie et de relation qui est hyper intéressante. Ça fait rencontrer plein de gens épanouis et chouettes. Et peut-être parce que faire un pas de côté vis-à-vis de soi-même, ça permet de mieux appréhender les autres, si soi-même on s'est vu comme un autre. Ouais. Ouais, c'est sûr.